Exposition Shalom Montréal qui sert de toile de fond pour une discussion qu'on va avoir aujourd'hui sur les différentes façons dont les femmes immigrantes et racisées ont contribuent à la vie montréalaise. Parce qu'il ne fait pas de doute qu'il y a une réalité spécifique aux femmes qui est parfois un peu occultée dans cette grande catégorie qu'on appelle la diversité. Une réalité qu'on pourra ensemble discerner, dont on pourra tracer les contours, essayer de la comprendre à travers un dialogue. Donc, avec ces trois femmes qui ont accepté notre invitation, trois expertes, donc, qui vont nous aider à réfléchir au rapport de genre qui traverse l'expérience de la migration et de l'insertion dans une société d'accueil. On va explorer comment les femmes immigrantes de Montréal, comment elles se sont exprimées par le passé, quelle place elles ont prise dans la vie sociale, la vie politique aussi, au courant du siècle dernier, puisque nous sommes en compagnie d'une historienne, mais aussi aujourd'hui, et on pourra même essayer de se projeter vers l'avenir, de voir quelle forme cela pourra prendre à l'avenir. Donc, on va avoir une discussion à bâton rompu et on pourra aussi ouvrir une période de questions par la suite. Et on terminera l'activité peut-être aux alentours de 19h. Donc, sans plus tarder, je vous les présente. Madame Viviane Barbeau, qui a d'abord été enseignante et à l'occasion de cette carrière d'enseignante, elle a présidé la Fédération des enseignants et enseignantes de Cégep dans les années 90. Elle est par la suite devenue présidente de la FFQ, la Fédération des femmes du Québec, de 2001 à 2003. Elle a succédé donc à Françoise David. Et ensuite, elle a fait sa grande entrée au Parlement canadien. Elle a été députée du Bloc québécois dans Papineau de 2006 à 2008, devenant la première femme haïtienne à être élue députée à la Chambre des communes du Canada. Bienvenue, Madame Barbeau. Nous sommes en compagnie de Yolande Cohen, qui applaudit. Madame Cohen est professeure au département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal. Ses recherches portent sur l'histoire des femmes, des mouvements sociaux et des migrations. Elle étudie les processus par lesquels les groupes traditionnellement exclus de la vie politique ont développé leur sociabilité et d'autres formes d'intervention publique. Elle a publié un grand nombre d'ouvrages, dont le livre « Identité séfarade et modernité » aux presses de l'Université Laval en 2007. Madame Cohen, comme Madame Barbeau et Madame Maillé, intervient régulièrement dans les médias sur une foule de sujets, mais notamment sur la question des femmes et de la diversité. Enfin, Madame Chantal Maillé est professeure titulaire en études des femmes à l'Institut Simone de Beauvoir de l'Université Concordia. Elle a publié récemment des textes sur les féminismes transnationaux, la francophonie et les théories postcoloniales. Elle s'intéresse également aux liens entre culture politique et théorie féministe. Elle a publié plusieurs ouvrages, dont « Le sujet du féminisme est-il blanc? Femmes racisées et recherche féministe ». Quel titre fantastique. C'est un collectif qu'elle a co-dirigé avec Naïma Amrouni aux éditions du Remue-Ménage en 2015. Madame Maillé est membre du Réseau québécois en études féministes, le REQEF. Bienvenue à vous trois. Merci vraiment chaleureusement d'avoir accepté cette invitation, de participer à une discussion sur la contribution des femmes à la vie montréalaise. Donc, commençons par le commencement. Commençons par parler un peu d'histoire, celle du siècle dernier. Madame Cohen, en particulier, vous avez étudié l'histoire des migrations et, comme je le disais dans mon petit mot d'introduction, on n'a pas souvent distingué la contribution des femmes ou même l'expérience féminine de l'immigration. Et j'aimerais commencer par vous demander si vous estimez qu'il y a une condition particulière de la femme immigrante à Montréal au 20e siècle. Oui. C'est quoi l'expérience d'être une femme qui immigre ici? Merci Marie-Elisa de nous avoir invités et merci à nos trois panélistes ici et en face d'être là ce soir pour cette conversation. Une chose qui m'a frappée pour répondre à cette question, parce que vous nous aviez envoyé les questions d'avance, et une chose qui m'a frappée, c'est vraiment la difficulté qu'avaient les femmes seules à émigrer. Et en fait, pendant presque tout le XXe siècle, en fait, jusqu'au grand mouvement féministe des années 70, on peut dire que il y a une spécificité des femmes dans la migration. C'est des migrations qui sont
en général des migrations familiales. Et on a dit, les historiens qui ont travaillé sur ces questions-là disaient que finalement, les distances parcourues par les femmes étaient beaucoup plus courtes que les distances parcourues par les hommes. Mais en fait, dans la réalité, c'est qu'elles étaient vraiment... même les associations de femmes, qui étaient des associations féministes, décourageaient l'immigration des femmes seules. Et un des grands événements qui s'est passé au tournant du siècle, c'était le mythe de la traite des femmes. Et la traite des femmes, c'était... D'abord, ça a commencé par s'appeler la traite des blanches. Et la bataille, c'était de dire, mais on ne peut pas accepter que des femmes viennent travailler toutes seules parce qu'elles seraient de mauvaises mœurs ou elles seraient la proie d'un commerce illicite, de prostitution, etc. Ce qui fait que le déplacement et la migration d'une femme seule pose énormément de questions, et alors que, en fait, beaucoup de ces femmes-là venaient travailler dans une migration économique, soit comme domestiques, la plupart d'entre elles, soit comme travailleuses employées sous-qualifiées. Donc, c'est une migration pendant toute la première moitié du XXe siècle, qui est une migration familiale. En tout cas, sous le couvert de la migration familiale, on va voir un certain nombre de femmes entrer au Canada et au Québec et occuper des postes qui ne sont pas toujours les meilleurs. Maintenant, cette question d'une femme seule, des femmes seules, pose la question de la manière dont elles sont représentées et dont elles s'organisent. Ce qui fait que la plupart des organisations féministes qui sont créées au tournant du siècle pour défendre les droits des femmes vont être des organisations qui ont des ancrages confessionnels et ethno-religieux, ethno-confessionnels ou ethno-religieux. Ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de possibilités pour ces femmes-là de rentrer dans ce qu'on appelle une incorporation ou une intégration plus grande dans la société, puisqu'elles sont la plupart du temps confinées non seulement à des espaces privés, mais quand elles s'organisent, elles sont aussi confinées à des espaces qui sont étroitement communautaires, comme on le dit aujourd'hui, en fait ethno-religieux. Et ça a une incidence, et bon, pour les femmes juives, on l'a constaté, la plupart d'entre elles vont être des femmes qui vont s'organiser dans des associations, qui sont des associations parallèles aux grandes associations féministes. Par exemple, on a le Conseil national des femmes juives et on a le Conseil national des femmes canadiennes, qui sont deux très grandes organisations, qui sont des organisations fédératives parapluies, qui accueillent ces femmes-là. Mais pourquoi s'organiser séparément ? Et on va avoir la même chose pour les femmes haïtiennes, pour les groupes des femmes de couleur. On va avoir déjà au début du XXe siècle le Women Group of Colors, le Group of Women of Color, qui va s'organiser pour défendre l'identité noire. Et on a comme ça cette segmentation très très forte d'une intégration qui n'est pas une intégration au groupe majoritaire, mais qui est une intégration au groupe minoritaire auquel elles appartiennent. Alors, est-ce que c'est pas un pas intermédiaire, passer par le groupe minoritaire, où on s'y arrête finalement? Alors, je parle de la première moitié du XXe siècle. On va voir, par exemple, la FFQ, dans la deuxième moitié du XXe siècle, on va voir que des grandes organisations comme la FFQ va être une organisation parapluie où ces organisations de femmes juives, de femmes haïtiennes, etc., vont se retrouver avec leur propre structure et vont tenter d'établir un dialogue. Le dialogue ne va pas aller très loin parce que je pense avec le référendum, le premier référendum, tout ça disparaît et puis on va avoir vraiment un clivage beaucoup plus grand entre ces femmes immigrantes. Et ça pose énormément de problèmes, on va y revenir. Je ne veux pas monopoliser la parole là, mais juste pour dire que c'est donc des processus d'intégration qui sont
très complexes et qui ne sont pas nécessairement ceux que les hommes ont. Parce que d'une certaine manière, même si les hommes participent à des associations, ce n'est pas le même genre. Et à cause de la séparation des sphères, en disant, bon, les femmes doivent rester dans la sphère privée et les hommes dans la sphère publique, même dans des sphères semi-publiques comme les associations, eh bien, on voit une certaine séparation qui fait que ça retarde ou ça différencie ou ça rend plus difficile leur intégration, entre guillemets, complète dans les organisations ou dans la société majoritaire. Vous vouliez sauter dans l'arène? J'aimerais ajouter, merci Yolande pour cet exposé très riche. Je voulais ajouter par rapport à la question originale, donc l'expérience des femmes immigrantes à Montréal au début du 20e siècle, qu'il ne faut pas oublier que bon, cette expérience, elle était en grande partie structurée par les politiques d'immigration du gouvernement fédéral et que ces politiques ont été des politiques ouvertement racistes jusqu'en 1976, c'est-à-dire qui contenaient explicitement des directives à savoir quelles étaient les races qui étaient considérées comme désirables ou non désirables. Il y avait des critères comme ça qui étaient très, très précis dans la loi qui édictaient, par exemple, qu'on considérait à certaines époques, au début du 20e siècle, que les personnes noires ou les personnes asiatiques ne pouvaient pas s'intégrer correctement, donc on ne souhaitait pas encourager leur immigration. Et je le mentionne parce que ça va avoir une influence certainement sur l'expérience des femmes dans l'immigration, parce que pour certaines communautés, on va empêcher les femmes de migrer, entre autres pour les communautés asiatiques, la communauté chinoise. On impose ce qu'on appelle le head tax, donc une taxe pour faire venir donc les femmes, qui est très élevée, 900 $ au début du 20e siècle, qui est vraiment une somme faramineuse. Et le but très précis de ces politiques-là, c'est de faire en sorte que les hommes chinois qui sont venus, donc pour des raisons très particulières, pour la construction du chemin de fer à la fin du 19e siècle et qui sont encore là au début du 20e siècle pour bon, d'autres emplois pour lesquels on les a ciblés. Mais en fait, pour faire en sorte que ces hommes-là ne s'installent pas ici, qu'ils ne créent pas de famille ici. Donc, ils sont empêchés. Alors, vous voyez, d'une certaine façon, on peut dire que les politiques d'immigration ont certainement une influence sur la possibilité pour les femmes de migrer ici. Et les femmes bon, caribéennes vont être invitées à venir au Canada au moment où il va y avoir une crise dans le personnel domestique, mais pendant la première moitié du 20e siècle, on encourage les femmes blanches européennes à donc postuler pour ces postes-là. Et lorsque donc il y aura un manque, là on va ouvrir aux femmes caribéennes, mais encore là avec des conditions très particulières qui certainement par rapport à l'expérience de la migration sont importantes parce que bon on va édicter que ces femmes-là ne peuvent pas venir avec leurs enfants. Donc si elles sont mères, la seule possibilité qu'elles ont, c'est de venir ici sans leurs enfants. Et je pense que, bon, en fait, on oublie qu'encore aujourd'hui, il y a des politiques migratoires qui visent le personnel domestique avec des clauses tout à fait similaires. Donc, des femmes immigrantes qui vont venir ici, qui vont être des mères de substitution, mais qui sont elles-mêmes empêchées d'être des mères, qui ne peuvent pas, donc, avoir de rapport de proximité avec leurs enfants. Donc, je pense qu'il y a toute une réécriture importante à faire de l'histoire des politiques d'immigration qui a eu une grande influence sur le fait que les femmes donc, ont été restreintes dans l'immigration et lorsqu'elles pouvaient venir, ont été contenues dans certains types d'emplois. Et là, bon, en fait, on pourrait rouvrir un autre chapitre, à savoir, peut-être que Yolande en sait plus que moi là-dessus. C'est tout à fait juste. Bon, il y avait des prescriptions très précises à ce niveau-là. C'est tout à fait juste ce que dit Chantal. Jusqu'aux années 1920, 25, 28, on peut dire que l'immigration était comme ouverte, mais c'était une immigration qui était naturellement, entre guillemets, blanche et américaine, non, des États-Unis, d'Angleterre et peut-être un peu de France. Et bon, c'était une exception. Les Juifs qui viennent des ghettos au tournant du siècle, c'est vraiment une exception qui va vraiment changer un peu les paramètres. Et à partir du moment où des politiques migratoires, parce que les politiques vont pas être tout à fait
vont pas être établies immédiatement. Ça va prendre un certain temps à fermer vraiment ces politiques migratoires et à établir les critères de sélection qui sont, comme disait Chantal, tout à fait des politiques raciales, vraiment raciales, établies sur d'où on vient, comment on est, etc. Et dans ce contexte-là, en effet, les femmes étaient plutôt vues. Alors, quand elles voyageaient seules, c'était en effet dans ce système de ce qu'on appelle la boucle du care, c'est-à-dire où elles viennent remplacer les femmes à la maison pour faire du care ou être domestiques. Mais c'est tout à fait juste. Oui, et comme illustration, on peut rapporter le fait que pour les femmes caribéennes, à un moment donné, on disait qu'elles pouvaient venir à condition qu'elles soient des nurses. Oui. Et même là, à un moment donné, on disait qu'on acceptait des nurses à condition qu'elles sortent de telle école qui était en Angleterre ou encore en Australie. Donc, c'était toutes sortes de façons détournées, finalement, de montrer qu'on n'avait vraiment pas besoin de ces femmes-là et qu'on ne voulait pas qu'elles soient là en tant que personnes qui pouvaient contribuer, etc. Et à ce moment-là, il y a beaucoup d'enseignantes, par exemple, qui se sont inscrites comme nurses, qui ont pu venir, même si elles ne sortaient pas de ces écoles-là dont on a parlé. Donc, il y avait toutes sortes de façons d'établir la différence entre les Européennes et celles qui venaient d'ailleurs, et par conséquent, les femmes noires et autres, et les Chinoises, comme on a parlé avant. Alors, si pour un bon nombre de décennies, la migration, l'immigration des femmes était... En fait, les femmes arrivées ici étaient confinées soit à la sphère privée, soit à des rôles très restreints où on leur dictait vraiment de ne pas... de ne pas avoir une vie complète. Comment s'est opéré le passage pour que, justement, des associations se créent? Donc, même si elles étaient, comme vous l'avez dit, Madame Cohen, au début, très limitées à des catégories ethno-confessionnelles, néanmoins, c'est un début de forme de participation à la vie publique que de se mobiliser, de se rassembler pour former une association. Comment s'opère cette transformation-là? Eh bien, c'est assez drôle parce que, en fait, elle s'appuie sur les stéréotypes qui font qu'elles sont confinées à ces... Et donc, on va voir se développer toute une pratique maternaliste de ces associations qui va être pendant très longtemps, en fait, majoritaire dans la plupart des grandes organisations féministes. Moi, je les appelle féministes. Il y en a d'autres qui ne sont pas tout à fait d'accord pour dire qu'elles le sont. Mais moi, je considère que c'était des lieux d'émancipation pour ces femmes-là qui étaient très, très importantes. Et je vois, par exemple, pour les associations juives, il y a vraiment une très grande participation de ces femmes aux institutions, à la construction de ces institutions, des grandes institutions de la communauté juive, comme on peut le voir dans l'exposition, et que cette contribution, la plupart du temps, est peu reconnue. Elles sont reléguées à lever des fonds, organiser des soupers pour les hôpitaux, faire du bénévolat, etc. Mais vraiment, c'est comme une épine dorsale des institutions juives. Alors, on peut le voir pour d'autres organisations, c'est assez remarquable. Et je pense que le grand tournant, on va en parler tout à l'heure, j'imagine, mais le grand tournant, c'est vraiment les années 70. Parce que des organisations comme la FEAS, des organisations comme la FFQ, qui étaient des organisations très canadiennes-françaises, vont vraiment s'ouvrir à une collaboration avec ces autres organisations. Mais c'est très lent, très compliqué, et je pense que c'est pas encore fait. Viviane certainement pourra en parler, mais je le vois par exemple lorsque les séfarades arrivent au Québec et que elles se confrontent aux associations féminines juives essentiellement ashkénazes, eh bien, elles ne sont même pas invitées aux réunions. Donc, il y a toujours une espèce de différence entre les plus anciens et les nouveaux. Et ça, on le voit bien avec la communauté juive parce qu'elle a une histoire plus longue. Et donc, on peut le voir dans la plus longue durée. Donc, mais le mouvement féministe va être tellement important qu'il va y avoir des conséquences, y compris dans ces associations, qui vont contribuer à leur tour à ça. Oui, mais d'ailleurs,
comment ne pas parler de Sheila Feinstein? Oui, oui, absolument. Elle a FFQ, Mais oui, de 1977 à 1980, qui a été une présidente qui a justement représenté ça. Oui. Et ceci dit... Oui, excusez-moi. Il y a quand même, Yolande, je relisais la thèse que tu as dirigée, donc, de Flavie Trudel, sur la FFQ, qui donc fait état d'un entretien qu'elle a réalisé avec Sheila Feinstein, dans lequel Sheila Feinstein raconte à quel point c'était difficile lorsqu'elle est arrivée à la FFQ, les tensions, mais aussi les critiques et puis les remarques très négatives qu'on lui adressait à cause de ses origines, à cause de son milieu social, alors que dans sa biographie, elle avait dit que ça avait été formidable quand elle était arrivée à la FFQ et tout. Donc, on voit que, dans l'histoire officielle, elle n'avait pas voulu faire part de ça, mais que ça a quand même été une expérience relativement éprouvante. Et, il y a tout un contexte aussi parce qu'on était dans la période pré-référendaire et puis que, Mme Feinstein était pour le non, exactement. Et puis, il y avait un enjeu à ce niveau-là, à savoir, est-ce que la FFQ allait prendre position, alors qu'il y avait beaucoup de nationalistes qui étaient dans ses rangs. Mais ce que je voulais mentionner aussi, c'est que Mme Feinstein a insisté sur le fait que la raison pour laquelle elle s'était retrouvée donc présidente de la FFQ en 1977, c'est que dès le point de départ, on avait fait à la FFQ un engagement de cette ouverture à la diversité, à la différence. Bon, qu'est-ce qui en est resté après ça? Je ne vais pas répondre à cette question-là, mais je pense que c'est quand même intéressant de voir que dans le Québec des années 70, dans une grande organisation bien installée, alors que le féminisme prend de l'importance, cette femme, donc, a été là pendant 3 ans et a joué un rôle très, très important. Tout à fait. Et là, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, elle était là parce qu'elle était aussi une des présidentes du Conseil national des femmes juives. Oui, donc, oui. elle vient par ce biais-là. Oui, et donc, c'est vraiment intéressant de voir. Et je pense que pour les Haïtiennes aussi, ça a dû jouer. Absolument. Absolument. Il fallait déjà être quelque part d'autre pour appartenir. Et dans la mesure où on voulait aller dans le mainstream, entre guillemets, il fallait faire le pont entre les associations qu'on représentait. Moi, je viens du milieu syndical, qui est tout à fait autre chose là, par rapport à des groupes communautaires, disons. C'est un autre groupe communautaire, on pourrait dire ça. Donc, les gens vont reconnaître une certaine capacité, et vont aussi se reconnaître dans leur valeur, comme l'ouverture. Alors, puisque nous sommes ouvertes, puisqu'elle est là, il va falloir qu'elle vienne avec nous. Et c'est après, si je comprends bien le discours de Mme Feinstein, c'est après que ça commence. Parce que là, on voit bien qu'il ne s'agit pas juste d'être là, d'être capable et de faire des choses. Mais quand on veut se mettre avec d'autres dans un même but, il y a des différences qui vont ressortir. Et c'est ce que j'ai trouvé, moi, c'est le manque de fidélité, disons, aux objectifs premiers. Parce que je me dis, si on a des objectifs communs, quand il y a des problèmes, c'est de revenir à ces objectifs-là et de dire pourquoi sommes-nous ensemble. Alors qu'en réalité, ce qu'on a tendance à faire, c'est de stigmatiser l'autre. On va lui trouver des défauts, on va trouver pourquoi elle ne doit pas être là. Et là, ça fait en sorte qu'on sort de là meurtri, forcément, comme individu. Maintenant, je comprends que Mme Feinstein n'ait pas voulu publiquement elle-même faire état de ça, parce qu'en même temps qu'on est là, on sait qu'on est privilégié d'une certaine façon. Oui. Mais sur le référendum, c'était quand même un combat à finir, parce qu'en effet, là, le Québec était divisé. En effet. Vraiment en deux. Et là, Feinstein, elle avait vraiment pris position sur le non. Et là, est-ce que la FFQ allait prendre position sur le non? Là, c'était comme impensable. Non. Donc là, il y a eu vraiment un clash. Mais avant qu'on en vienne à cette mobilisation-là autour de la FFQ, non, mais je pense qu'elle est importante. C'est vraiment, je pense que la FFQ est emblématique de cette rencontre de la diversité à travers le combat féministe. Et c'est pas juste emblématique, c'est exemplaire, il me semble, en tout cas, au-delà des clivages qu'il y a pu y avoir à certains moments qu'on nomme, et des tensions qui existent encore aujourd'hui. Je trouve, il me semble que l'expérience de la FFQ, c'est d'avoir réussi à les dépasser pour le but commun. Mais c'est drôle parce qu'en regardant l'exposition Shalom Montréal, il y a quelque chose qui m'a frappée.
un petit panneau, un petit moment où on parle de Léa Robach. Oui, bien Et sûr. ça m'a vraiment saisie parce que la mobilisation de ces femmes-là, c'est à la fin des années 40, je pense. 30, 40, oui, c'est ça, les travailleuses du textile qui proviennent, en fait, de toutes sortes de communautés de confessions différentes, se mobilisent ensemble et apprennent même à se connaître parce que, bon, à travers la grève qu'elles ont menée, elles ont apparemment partagé des espaces communs de vie et de dialogue. Et donc, à travers l'expérience de lutter contre des conditions de travail horribles, il y a ce croisement des perspectives de femmes qui viennent vraiment d'univers différents. Et je trouve que, est-ce qu'on peut dire que c'est aussi une des beautés, en fait, du mouvement féministe qui a permis cette rencontre des femmes issues de différents milieux de la diversité? Moi, je dirais oui, mais en même temps, pas tant que ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un effort à faire au niveau de l'ouverture à la diversité aujourd'hui. Et par rapport à cette mention de Léa Robach, moi, je voulais absolument mentionner le film de Sophie Bissonnette, Des Lumières dans la Grande Noirceur, que je montre à mes étudiants dans le cours d'introduction aux études féministes à chaque année, comme un devoir de mémoire, finalement, donc, qui situe bien Léa Robach dans le Québec, mais aussi, Léa Robach, dans ses luttes, dans cette lutte avec les Médinettes à la fin des années 40, mais aussi, dans le mouvement pacifiste, Voice of Women dans les années 60, dans un paquet de combats, et je pense que c'est un personnage plus grand que nature que cette Léa Robach, qui a eu la chance de vivre une très longue vie, d'être engagée, puis d'être en santé jusqu'à la fin, mais une femme très inspirante. Et dans le film Des Lumières dans la Grande Noirceur, elle se raconte beaucoup, donc une partie autobiographique où elle retourne donc dans cette petite ville à côté de Québec où elle a été élevée. Elle parle des conditions dans lesquelles sa famille a survécu, mais aussi du racisme dont ils étaient l'objet parce que c'était des commerçants. Et et je pense que l'exposition Montréal Shalom mentionne le fait que le clergé catholique a eu malheureusement trop longtemps et très souvent des mots très durs à l'endroit des gens qui étaient de la religion juive et donc créait des obstacles, des barrières comme ça qui faisaient en sorte que les communautés, il n'y avait pas de fluidité, il n'y avait pas ce sentiment d'être à l'aise l'un avec l'autre. Et je pense que ça a marqué beaucoup les gens de cette génération-là. Et Léa, elle parle de ça comme étant un fait de sa vie, mais qu'elle a dépassé. Et elle a choisi de vivre dans la communauté francophone pour un paquet de raisons, mais elle a quand même aussi... elle a été en Allemagne, elle a été initiée au communisme, elle est revenue ici, donc militante communiste et tout, dans le Québec des années 40 avec Maurice Duplessis. Alors, c'est ça, je pense qu'il y a plein d'éléments biographiques dans la vie de Léa Robach qui sont absolument formidables, que le film relate très bien. J'ajouterais que son milieu, c'est un milieu de militants communistes. C'est une vieille tradition chez un certain nombre de militants juifs qui sont venus. Donc c'est plus une tradition de militantisme politique, idéologique que féministe, je dirais. Elle est féministe. C'est une syndicaliste avant tout. Oui. Et donc, les liens qu'elle va faire c'est au nom du syndicalisme. Et donc, elle est une féministe, pour moi, une grande figure, en effet, comme dit Chantal, mais c'est d'abord, avant tout, une militante politique. Et donc, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas féministe, mais ça veut dire plutôt que le type de relation qu'elle a avec les autres groupes, c'est plutôt de cette partie de l'échiquier politique que du côté féministe. A-t-on d'autres exemples de femmes qui, parce qu'elles arrivent avec un bagage, donc vous dites Léa Robach, en fait, juive communiste, qui a amené ce bagage-là et qui l'a transformé en un militantisme syndical ici. Est-ce qu'on a d'autres exemples comme ça de femmes qui arrivent avec quelque chose qui permet de faire une contribution à la vie politique et sociale dans l'histoire? Moi, je voulais mentionner brièvement qu'à l'Institut Simone de Beauvoir, on a eu une directrice, Lillian Robinson, qui était une juive américaine et qui est venue donc de New York, qui a été à l'Institut pendant 6 ans, et malheureusement, elle est décédée, mais qui est venue comme ça avec son bagage de juive militante, engagée et tout,
qui a fait un travail absolument formidable et puis bon, qui a tout de suite voulu être dans la société québécoise. Et bon, je me rappelle qu'un mois après son arrivée, elle me commentait les romans de Michel Tremblay. Elle avait tout lu, elle avait tout saisi. Elle voulait refaire sa vie ici. Et d'ailleurs, bon, elle est enterrée au cimetière Mont-Royal, qui est, je pense, un signe de l'attachement qu'elle a rapidement développé. Et puis, bon, les gens qui l'ont côtoyée, je pense que Yolande, tu l'as connue, Oui. c'était une personne qui était engagée dans toutes les causes et puis, bon, qui avait cette volonté de contribuer au Québec et puis Elle a même laissé un fonds, là. Absolument. Elle a créé un fonds, Liliane Robinson, pour faire donner des bourses à des étudiantes, à Simone de Beauvoir. Donc... Alors, qu'est-ce qui a changé depuis cette époque-là? Comment est-ce que l'expérience de la femme qui migre à Montréal est différente aujourd'hui de l'expérience? Je veux dire, les lois ont changé, les mœurs, et l'égalité homme-femme n'est plus... elle est différente aujourd'hui. On a fait des progrès quand même, heureusement. Et par ailleurs, l'Église n'a plus le rôle qu'elle avait à l'époque. On s'est même complètement déconfessionnalisé jusqu'à en venir à être méfiant de tout ce qui est possiblement religieux. Donc, il y a comme un basculement inverse dans cet aspect-là. Comment est-ce que l'expérience de la femme immigrante à Montréal, elle est différente aujourd'hui? Je pense qu'une chose qu'on peut constater, c'est que là où les femmes, au siècle dernier, venaient avec l'idée de s'épanouir elles-mêmes, leur famille, etc., ça a changé beaucoup. Les femmes immigrantes ne se contentent plus d'être des immigrantes, puis la prochaine génération, elle va pouvoir réussir, faire quelque chose. Il y a une prise de conscience qui est dans la mesure où on étudie ici, on travaille ici, on peut se développer. On devrait pouvoir. Donc, je pense que ça, dans la mentalité de la personne qui immigre, il y a ça, qui fait qu'on aspire, en tout cas, à autre chose que de faire ce qu'on faisait chez soi. Pour soi-même. Pour soi-même, exactement. Et est-ce que le parcours est le même? C'est-à-dire, on passe par le regroupement d'abord d'affinités avant de s'engager dans des espaces, disons, plus Non, mais j'ai l'impression que c'est généraux. la vie c'est plus la vie qui amène les gens à ça. Selon leur propre expérience, puis les rencontres dans la vie, c'est rare que la personne se propose au départ. C'est sûr qu'on a toujours des gens qui, parce que l'autre idée, c'est aussi que les femmes arrivent toujours avec un bagage. Tout le monde arrive avec un bagage. Donc, le lieu d'insertion, souvent, va déterminer ce qu'il va advenir de ce bagage-là. Est-ce qu'on va être obligé de le laisser de côté pour des besoins plus terre-à-terre de tous les jours, de vivre, gagner sa vie, etc. Ou est-ce qu'on va essayer à tout prix d'arriver là où on était avant et de repartir avec ça? Bien, j'aimerais justement, est-ce que vous pouvez nous parler de votre propre expérience? On ne peut pas se priver de cette chance de vous entendre témoigner sur qu'est-ce qui fait que vous avez fait le saut assez rapidement. Vous êtes devenu syndicaliste quand même, jeune dans votre carrière. Oui, bien ça vient de l'enfance. Je viens d'une famille de politiciens et je suis partie en exil. Souvent, j'ai été mise à la porte à 21 ans à peu près, alors que je n'avais pas fait de politique. J'étais juste la fille d'eux. Mais l'avantage, j'avais déjà étudié en Europe. L'avantage que j'avais, c'est de venir d'un milieu, on avait quand même déjà un certain bagage. Et j'ai passé quand même 1 an, 9 mois enfermée dans une ambassade étrangère où on ne voulait pas nous laisser partir. J'étais en Haïti à ce moment-là. Et quand on est parti, nous envoyaient en Argentine. Alors, dépaysement total. Et ma mère, dans sa sagesse, il faut dire qu'entre-temps, beaucoup de membres de ma famille avaient été tués, dont mon père, qui était en guerre contre le gouvernement de toute façon. Je tiens à le dire, parce que ce n'est pas arrivé juste comme ça. Bien sûr. Et ma mère nous a dit, l'objectif, c'est d'être là où vous étiez avant. Ce qu'on avait pour vous comme ligne de vie, on tient à ce que vous continuez. Donc, on n'est pas resté dans l'atermoiement de tout ça. On avait déjà un but, on savait où on allait, on savait qui on était. En fait, c'est un peu ça qu'elle nous a donné comme clé. Ce que vous êtes, vous l'êtes encore. Alors, partez de ça et puis faites ce que vous avez à faire. Et comme on était parti pour des raisons politiques, ça nous a servi parce que ça nous a un peu éloignés de la communauté haïtienne. On n'a pas été... Et il faut dire aussi que mon mari est québécois, donc j'ai plus été dans la communauté québécoise d'emblée. Donc, tout ça a fait en sorte que j'étais plus portée à m'impliquer
Dans ce dans quoi tout le monde s'impliquait, pour moi, la question d'être syndicaliste s'est posée parce que ça correspondait à mes idéaux, ça correspondait à ce que je connaissais, et c'était normal que je sois là. Je ne me suis jamais mise moi-même en position de dire « c'est pas ma place ». Et si quelqu'un d'autre le pensait, bien, il n'a pas osé me le dire. Et c'est tant mieux. Oui, Madame Maillet. Myriam, j'aimerais revenir à la question que tu posais tout à l'heure par rapport à l'expérience de la migration aujourd'hui. Je pense que, en fait, bon, d'une part, il faut voir à quel point il y a une grande diversité de situations dans l'expérience de la migration. Il y a, bon, des gens qui viennent ici, immigrants reçus, qu'on accueille avec un travail et tout. Il y a des migrants économiques, il y a des réfugiés. Et je pense que, bon, les femmes vivent un large éventail d'expériences, mais je pense que ce qui est commun et malheureux et qui doit être dit, c'est la montée de la résistance par rapport à l'immigration qu'on observe, qui s'exprime de plus en plus ouvertement dans un paquet de sociétés occidentales. Il n'y a pas une journée sans qu'il n'y ait pas dans les nouvelles, bon, un pays où le gouvernement prend position, se durcit, se radicalise par rapport à la question de la migration. Et puis, bon, en fait, on ne peut pas s'empêcher de faire des liens avec l'actualité et se demander si au Québec, on n'est pas justement en train de se durcir par rapport à la question de la présence des immigrants avec des discours où on parle de réduire le nombre d'immigrants. Donc, certainement que dans cette expérience de l'immigration que les femmes vivent aujourd'hui, il y a ce sentiment de devoir mériter sa place puis d'être dans un système où on n'est pas nécessairement, on se sent pas toujours bienvenu. Bon, ceci dit, il y a, comme je disais, un large éventail d'expériences qui peuvent être très différentes d'une personne à l'autre, mais il y a certainement des personnes qui se sentent plus ciblées que d'autres et qui doivent vivre un malaise profond par rapport à l'idée de s'intégrer ici. Oui, je dirais pareillement, les conditions ont changé considérablement. Les femmes sont plus libres d'aller et de venir. Donc là, il y a une liberté au moins de droit de faire sa vie ici ou ailleurs. Et c'est très important. Mais en effet, je dirais qu'on a assisté pendant toute cette campagne électorale à une stigmatisation de l'immigrant qui d'ailleurs se confond avec la communauté d'origine et qui donc redouble le fait qu'il y ait des gens qui soient de communauté d'origine depuis de nombreuses années, qui sont québécois, même s'ils ne sont pas québécois de souche, et qui se retrouvent identifiés par le fait qu'on les traite d'allophones ou qui sont anglophones. Parce que qui sont les anglophones aujourd'hui et qui sont les allophones? Ce n'est pas des nouveaux immigrés, c'est des gens qui habitent là et qui sont là depuis 2, 3, 4, 5 générations, pour les Juifs, 2 siècles. Donc là, on a une stigmatisation de groupes qui sont comme identifiés, alors qu'on est en principe dans un système de citoyenneté civique où les appartenances religieuses et les appartenances ethniques n'existent plus. C'est maintenant l'appartenance linguistique. Et on parle des francophones contre les allophones et les anglophones. Mais pendant ces élections, c'était vraiment frappant. Et je trouve que, en effet, on le voit ici, on le voit ailleurs. Il y a, alors qu'on ne subit pas du tout la même, on subit pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout la même histoire d'immigration qu'en Europe. En Europe, c'est des millions de réfugiés qui arrivent vraiment par toutes les portes. On n'a pas du tout la même expérience. Néanmoins, on voit dans des régions où ils n'ont pas de problème avec des immigrants, cette réaction et le vote de lundi, c'est vraiment un vote sur la protection des francophones, et de cette peur de ces immigrants qui sont d'ailleurs, on ne sait pas qui c'est. Est-ce que c'est ceux qui vont arriver? Est-ce que c'est ceux qui sont déjà là? Est-ce que vraiment? Et ça, c'est vraiment. Je dirais pas que c'est nouveau. Au Québec, je dirais que c'est quelque chose qui revient sous des formes différentes. Et c'est l'expression. En fait, les gens disaient il n'y a pas de discussion sur le projet souverainiste nationaliste, mais en fait, c'était ça la discussion. La discussion, c'était au niveau des immigrants. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste entre nous ou est-ce que donc
c'est compliqué. Oui, c'est compliqué et c'est difficile et c'est pénible. Je suis d'accord avec vous de constater qu'on tienne ces discours-là alors que, bon, s'il y a comme une forme de mimétisme, en fait, qui s'opère, on calque des discours venus d'ailleurs alors que la situation ici est sans doute très différente. Mais j'ai envie de revenir à un enjeu qui était comme un peu en soubassement de ce que vous disiez en parlant de votre expérience, Madame Barbeau, en parlant de la diversité des expériences d'immigration. C'est qu'il n'y a pas en fait un élément qu'on occulte souvent, qui est celui de la différence de classe sociale. En fait, l'appartenance de classe, la possibilité d'agir parce qu'on a un capital éducatif, social ou économique fait qu'il y a une division, en fait, dans l'expérience de la migration importante et qui explique, en fait, les parcours variés dont vous avez parlé tantôt. Oui, mais en même temps, c'est une question intéressante. Bon, je pense qu'au Québec, on n'a pas ce réflexe-là de penser en termes de classe sociale, parce que le seul concept qu'on utilise, c'est classe moyenne, mais en dehors de ça, bon, c'est prolétariat, bourgeoisie, là, ça n'existe plus, là. Et on n'est pas passé à autre chose. Donc, on n'a pas une sensibilité à la variable classe comme on peut trouver dans d'autres sociétés. Mais par rapport à ça, moi, je te dirais que l'intersection race et classe est très intéressante dans la mesure où ce dont tu faisais mention, par exemple, bon, les possibilités de travail, les diplômes, c'est très largement modulé par ben, tu les as de où, tes diplômes, oui. Tu viens de où. Alors, tu sais, par exemple, bon, c'est pas un cliché, là, les médecins chauffeurs de taxi, là, parce qu'ils viennent d'endroits où on reconnaît pas les diplômes. Je veux dire, bon, moi, j'en ai pris là, plusieurs fois et bon, j'ai l'impression que c'est une réalité structurante. Donc, alors, il y a dans cette expérience de la migration des écarts d'expérience qui sont grands, qui sont produits certainement par la classe, mais aussi par donc cette combinaison de la classe et du lieu d'origine. Alors, tu viens de où? Et ça peut très facilement nous situer dans le positionnement que cette personne-là va avoir dans la société d'accueil, comment on la reçoit, comment on la perçoit, comment on perçoit ses qualifications. Et on sait que même dans les gens qui sont québécois, qui ne sont pas des immigrants, qui cherchent du travail, le fait d'avoir un nom racisé, entre guillemets, fait en sorte qu'on se retrouve sur une liste où on n'a jamais d'entrevue. Et bon, je pense qu'il y a un sociologue de l'UQAM qui s'appelle Paul Eade qui a fait des études là-dessus. Et en fait, c'est très bien documenté. En fait, c'est pas seulement au Québec que ça arrive. On l'a observé ailleurs. Alors, imagine une personne qui est en plus immigrante, qui doit donc combattre toutes ces stigmatisations-là. Alors, certainement que oui, il y a quelque chose qui est très compliqué dans l'expérience de la migration. C'est ce qu'on appelle du racisme systémique, en fait, qui est inscrit dans les systèmes de pouvoir. Qu'on ne reconnaît pas au Québec. Oui. En fait, bon, il y a une sorte de peur. On ne prononce pas. Il y a eu toutes sortes de mouvements pour qu'il y ait des enquêtes sur le racisme systémique. Et, bon, on en conclut toujours qu'en fait, c'est un problème qui n'existe pas au Québec, qu'on n'a pas besoin de se pencher là-dessus. Alors qu'on a plein d'exemples qui, je pense, montrent bien le contraire, qu'on aurait besoin peut-être de réfléchir sur cette question-là. À cette différence de classe qui, en principe, n'existe pas dans la société québécoise, en tout cas pas dans les mêmes termes, il faut voir que ceux et celles qui arrivent l'ont, par contre. De leur pays d'origine, ils apportent ça. Et dans la communauté haïtienne en particulier, quand on voit qu'au départ, c'était des gens qui étaient des médecins, etc., des professionnels, qui sont arrivés et qui pouvaient très bien se fondre dans la société et d'accueil, parce que, de par leur milieu professionnel, il y avait une proximité qui était là. Tandis que quand on a eu une vague plus tard de gens qui étaient d'un autre groupe social, mais c'est là que ça a commencé à déraper. Parce que là, on ne reconnaissait plus non plus leur capacité. Puis il ne faut pas oublier non plus que l'immigration, pour le pays qui accueille, ça a toujours été dans son intérêt. C'est parce qu'il en a besoin. C'est pas pour faire le bien puis aller aider les autres, là. Si on veut aider les autres, on va aller être missionnaire en Afrique, en tout cas, traditionnellement au Québec. Mais pour les gens qui viennent, c'est parce qu'on a besoin de toi. Donc, dans la mesure où les gens arrivent et puis on ne saisit pas très bien ce qu'ils vont faire, ou on a des préjugés par rapport au fait qu'ils vont venir parce qu'il y a de l'aide sociale, par exemple, des choses comme ça, ils se trouvent encore doublement stigmatisés. Et aussi le lien avec ceux qui étaient là avant,
qui viennent d'une autre classe sociale, fait que les solidarités sont fragmentées, on va dire, parce qu'on ne se reconnaît pas tellement dans l'autre. Alors, c'est pour ça qu'il y a tout un travail de fond à faire aussi. Parmi les gens qu'on accueille, on a tendance à dire, on va prendre les Haïtiens pour accueillir les Haïtiens. Je dis toujours, c'est la pire chose à faire. Parce que la personne arrive avec, elle aussi, ses préjugés, ses présupposés, etc. Et au lieu de faire le lien avec la société d'accueil, elle va maintenir cette différence-là parce qu'elle se sent plus à l'aise. Et plus la communauté est grande, plus on risque d'avoir ces écarts-là. Est-ce que la solution, c'est la solution? Est-ce que un horizon sur lequel on devrait garder notre regard, c'est la participation politique des femmes, en politique active des femmes immigrantes et racisées? Est-ce que c'est par là qu'on fait du changement ou est-ce qu'il se fait surtout par la base? Vous allez peut-être me répondre les deux. Mais en tout cas, certainement, dans la dernière élection, on n'en a pas vu beaucoup des femmes racisées là, qui présentaient leur candidature. Il y a comme encore un blocage, me semble-t-il. Il y a l'élément de modèle. Okay? D'être là, on montre qu'on est là, qu'on accueille, et ça a nécessairement un effet sur la masse des gens qui regardent, qui sont contents parce qu'à la télévision, on voit qu'il y a tant de Noirs, par exemple. Mais je dis que ce n'est pas parce qu'il y a des Noirs que nécessairement la problématique est prise en compte et est mise de l'avant. Alors, il faut faire attention à ça. Mais c'est-à-dire, les politiques identitaires sont compliquées. Elles ont un aspect progressif et un aspect régressif. Régressif, absolument. Parce que, en effet, une politique identitaire, ça permet aux autres de s'identifier à une même personne ou à un même groupe, mais en même temps, c'est pas, et ça morcelle complètement les revendications, etc. Donc, c'est une arme à double tranchant. Et comme disait Viviane, je trouve que c'est exactement ce qui s'est passé en les séfarades et les ashkénazes. C'est vraiment, ils arrivent dans les années 60 et les ashkénazes organisent leur départ, leur arrivée et ils définissent entièrement les critères et les cadres dans lesquels ils vont s'installer. Et en fait, dans la réalité, c'était pas ça qu'ils voulaient. C'était faire autre chose, ils avaient leurs propres idées, etc. Donc les clashs à l'intérieur des communautés se font rapidement et au fond, au lieu d'avoir un système de soutien, on a un système où on s'enfonce dans des affaires communautaires un peu ghettoisantes, qui ne riment pas à grand-chose. Donc je pense que c'est compliqué, les systèmes d'incorporation des immigrants. Je crois qu'on n'a pas trouvé encore la solution vraiment. Il faut à la fois des politiques ouvertes. Est-ce que les politiques du multiculturalisme sont utiles? Elles ont prouvé leurs limites. Elles ont, en même temps, on voit maintenant que le chef du NPD, c'est un sikh. Donc, mais elles permettent la progression ou la promotion de personnalités publiques. Mais est-ce que c'est juste ça qu'il faut? Je ne crois pas. Oui, mais par rapport à la question posée, donc, est-ce que le secret de la recette serait dans le fait d'avoir plus de femmes en politique? Moi, je pense qu'il faut agir sur plusieurs tableaux et je pense que la culture, c'est un enjeu important. La présence dans les médias, c'est un enjeu important aussi. Le travail également. Et je trouve que c'est toujours paradoxal de constater qu'au Québec, on a depuis plus de 40 ans des programmes d'accès à l'égalité en emploi où on est censé être capable donc d'engager des gens sur la base d'une certaine diversité qui comprend la diversité, donc personnes d'origine racisée, personnes handicapées, femmes autochtones, mais ça n'a jamais fonctionné au Québec. Mais moi, je trouve qu'au fond, il y a quelque chose là-dedans, une espèce de modèle où on essaie de porter attention à une représentation diversifiée qu'on pourrait au moins essayer d'appliquer dans les champs de la culture, dans les champs des médias. Vous dites que ça n'a pas fonctionné au Québec? Non, parce que en fait, la loi a beaucoup de trous et là où donc il y a des programmes d'accès à l'égalité en emploi, on les met en application de façon molle, donc avec
Et tous les bilans qui ont été faits de 40 ans de programmes d'accès à l'égalité en emploi concluent que si on regarde les pourcentages des différents groupes qui étaient censés donc se voir offrir davantage de postes, ben, ça n'a pas fonctionné. Mais néanmoins, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas fonctionner. Je pense que il y a quand même une espèce de... Il y a un élément qui peut fournir un ADN pour penser... si on réfléchit sur la discrimination systémique, on peut aussi envisager des solutions. Et par rapport à la question, donc, certainement que la politique institutionnelle, c'est un territoire où il y a lieu de faire des interventions, mais c'est pas le seul. Parce que le sentiment d'exister dans une société, il passe aussi beaucoup par d'autres niveaux. Et le sentiment de se voir représenté dans les productions culturelles, sur les scènes théâtrales, à la télévision, c'est aussi très important, je pense, pour les groupes minoritaires. Oui, et on a entendu beaucoup de revendications à cet égard-là, de voir plus de diversité en culture. Oui. Exactement, parce que on n'a pas l'air de mesurer l'enjeu, les impacts que ça peut avoir, et aussi le fait que, d'une certaine façon, ce qu'on demande, c'est de partager ce pouvoir-là. Il y a des scènes à Montréal qui sont largement financées par l'État, mais pourquoi il y a seulement des acteurs blancs? Pourquoi on produit seulement des pièces de théâtre écrites par des Blancs? Pourquoi il n'y en a pas de diversité à ce niveau-là? C'est comme si on disait, bien, tout l'argent que l'État investit dans la culture, il va au même groupe, puis il n'y a pas de problème avec ça. Bon, je pense qu'on peut questionner ça. Ça me paraît être un champ d'intervention important pour transformer donc l'expérience des populations diversifiées à Montréal et au Québec. Je pense que, en fait, un des grands problèmes dans cette perspective-là, c'est que le groupe canadien-français d'origine s'est toujours senti dominé et a de la difficulté à voir qui peut être dominant. Et donc, c'est vrai, parce que on est majoritaire, le groupe canadien-français est majoritaire, et les problèmes de diversité qu'il a à gérer de la même manière qu'il a le problème des autochtones, tout le débat autour de Slav était vraiment, vraiment intéressant pour ça. Parce que c'était comme si nos grands artistes ne pouvaient pas s'imaginer qu'ils étaient dans la position du dominant. Eux qui ont toujours été des gens qui parlaient pour les dominer, soudain se sont retrouvés dans la position d'avoir à défendre une position qui n'adoptent pas d'emblée. Et donc, ils ne peuvent pas s'imaginer que les autochtones puissent dire « on ne se sent pas représenté par vous ». Et c'était une insulte qu'ils n'ont pas acceptée. Donc, le débat est devenu d'autant plus compliqué qu'il n'y avait pas de sentiment de conscience, de prise de conscience de ce rôle. Et donc, tant qu'on est dans cette dynamique-là, où le groupe majoritaire ne se voit pas comme un groupe majoritaire, mais comme un groupe dominé, on a un problème. Vous vouliez réagir, Madame Barbeau? Il y a un peu de ça là-dedans, mais ça vient aussi de l'invisibilité de l'autre. C'est qu'on ne constate pas, on a beau être là ensemble, puis on fait dans un petit groupe, mettons, familial ou amical, ça va. Mais plus large, c'est qu'on ne le voit pas. De part et d'autre, d'ailleurs. Moi, je ne vois que toi et toi, tu ne me vois pas. Donc, ça ne peut faire que des flamèches à un moment donné. Et il faut aussi que la minorité ait plus de tonus et s'exprime. C'est triste de dire ça parce que c'est revenir, si on revient à la condition des femmes, à un moment donné, on a eu l'impression qu'on portait vraiment tout sur notre dos. C'était à nous. Et pourtant, c'est par là que ça doit passer. Parce que c'est celui qui souffre, qui a vraiment une raison de transcender sa situation puis d'aller au-devant. C'est sûr que c'est extrêmement difficile. Mais si on reste dans notre coin à dire « ils nous font, ils nous disent, ils ne nous voient pas », ça va rester comme ça parce que ça fait l'affaire des autres. Parce que dans son essence, l'être humain, on dirait qu'il a besoin d'être tellement collé sur les gens qui sont comme lui qu'il est aveugle aux autres. Sauf, exception bien sûr, c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui sont plus sensibles à ça. Mais il y a une grande majorité des gens qui sont à l'aise là-dedans. Alors, sitôt qu'il y a quelque chose qui dépasse, c'est le drame. Parce qu'ils n'ont pas la capacité de sortir d'eux-mêmes comme groupe pour aller voir qu'est-ce que l'autre dit. Alors là, c'est la négation tout de suite, là. Et c'est contagieux, hein? Parce que moi-même, quand j'ai entendu Slav la première fois, là, je dis, c'est quoi ces histoires-là?
Et mon fils m'a dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que la mère de des amis lui a demandé, et je ne vous dirai pas la phrase grossière que j'ai sortie pour dire que ça m'emmerdait, cette histoire-là. Avant de vraiment aller plus loin, c'est le moment où on fait l'effort d'aller plus loin, d'aller essayer de comprendre qu'est-ce que l'autre nous dit, au fond, qui était très simple, au fond. Nous ne sommes pas là et nous voulons y être, ce qui est totalement légitime. Et peut-être que le défi, c'est d'avoir ce dialogue social-là à travers un médium qui est les médias sociaux. C'est pas toujours la meilleure façon de s'entendre, de s'écouter et de se comprendre. Ouais. Mais je voulais ajouter, parce que autant Viviane que Yolande ont parlé de Slave, que, en fait, moi, je pense qu'il faut aussi comprendre que, Robert Lepage a accès à des ressources immenses. Quand il fait un show, tout est vendu 6 mois d'avance. Et il y a cette idée de partager les ressources. Donc, alors, il est dans une position pour parler de l'histoire des Autochtones que les Autochtones n'ont pas. Alors, si les Autochtones veulent parler de leur histoire, est-ce qu'ils ont le TNM? Est-ce qu'ils vont être capables de vendre des billets pendant 6 mois? Non. Mais si Robert Lepage et les Autochtones s'associent ensemble dans un projet, je pense que ça peut être formidable. Et c'est en ce sens-là qu'il y a aussi, pour moi, une question de justice à la base, à savoir qu'il y a des ressources dans la culture qui sont distribuées inégalement. Et ce que les Autochtones voulaient, c'est de participer donc à l'idée de parler de leur histoire, mais il y a une négation qu'il y a des enjeux sensibles en ce moment dans certains dossiers. Alors là, on s'est mis à dire, bon, est-ce que Yves Jacques disait, ben moi, je suis gay, est-ce que je peux jouer, un prêtre, Marie-Victorin en l'occurrence, parce que je suis gay. Mais en fait, je pense que c'est le genre d'exemple qui montre comment on ne comprend pas toujours l'idée qu'il y a des sensibilités particulières et qu'en ce moment, il y a un moment autochtone qu'on est en train de vivre. Tout le monde n'a pas la même sensibilité ou la même acuité par rapport à ce moment-là, mais je pense que les Autochtones, ils sont dans un moment d'empowerment et ils ont donc des nouvelles tribunes. Et ils essaient de changer la dynamique. Il y a des forces politiques positives qui sont ouvertes à ça, mais il y a un fond de résistance qui est très fort. Et quand Yolande parlait de la société canadienne-française traditionnelle, je pense que les arguments de l'innocence, on les retrouve dans toutes les sociétés. Tout à fait. À savoir, en fait, nous, on n'est pas coupables, c'est pas à cause de nous. Donc, il faut, je veux dire, un refus d'admettre qu'on peut participer à l'oppression de l'autre. Et je pense que ça aussi, il faut l'envisager. Puis les Québécois, ils ont eu donc la question nationale pendant des siècles et des siècles pour se dire qu'en fait, c'était eux les victimes, qu'ils n'étaient pas les oppresseurs. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a lieu quand même de voir que tu peux être à la fois une victime dans l'histoire et un oppresseur, et que, la question nationale du Québec ne peut pas se régler sans que la question autochtone se règle. Oui, et je pense que la société québécoise est en train de vivre un certain éveil et on est dans un processus d'apprentissage, en tout cas, certainement, et des moments comme Kanata nous permettent d'avancer un peu plus vite. Alors, je vous remercie infiniment pour cette belle conversation. Merci pour votre attention.